voudrais en introduction rappeler que près de 100 millions de tonnes d'hydrogène sont produits chaque année, essentiellement utilisés pour le raffinage pétrolier ou l'industrie chimique, en particulier la production d'engrais. Mais 96% de cette production provient d'énergies fossiles, entraînant par conséquent le rejet de dioxyde de carbone. Depuis une décennie, les études faisant état de gisements potentiels d'hydrogène naturel à travers le monde se sont multipliées, laissant espérer que cet hydrogène dit blanc puisse contribuer de manière significative à un avenir à zéro émission nette de carbone. Et pourtant, aucun gisement important d'hydrogène naturel exploitable à des conditions rentables n'a été découvert à ce jour. Avec mon collègue Gérard Le Seul, nous avons donc cherché à comprendre quel était le réel potentiel de l'hydrogène comme nouvelle source d'énergie. Nous avons divisé notre présentation en 3 parties pour être le plus pédagogique possible. La première partie s'intéresse à la répartition de l'hydrogène sur la Terre, à ses mécanismes géochimiques de production et aux avantages de l'hydrogène naturel comme source d'énergie. La seconde partie constate le décalage entre une exploration en plein essor, on la constate un peu partout à l'échelle planétaire, et des résultats encore limités et dresse les incertitudes scientifiques et les défis à surmonter pour une exploitation commerciale de l'hydrogène. Enfin, notre troisième partie s'attache à montrer pourquoi la France doit agir maintenant dans ce domaine afin de maintenir son avance technologique et de s'imposer comme leader technologique mondial. L'hydrogène naturel est un phénomène largement documenté à l'échelle mondiale et on en trouve sur tous les continents. Il se présente à l'état naturel sous forme gazeuse dans les roches poreuses du sous-sol où il est généralement mélangé à d'autres gaz comme l'azote, l'hélium, le méthane ou dissous dans les eaux souterraines. Plusieurs mécanismes contribuent à la production d'hydrogène naturel, mais seuls 3 d'entre eux sont susceptibles de conduire à des accumulations d'hydrogène naturel exploitables économiquement. Les réactions d'oxydoréduction, la radiolyse, la maturation des matières organiques. Toutefois, il ne suffit pas que les conditions de formation de l'hydrogène soient réunies pour pouvoir envisager son exploitation. Vous verrez que c'est une question de concentration qui justifie la potentielle exploitation. Dans la réalité, les gisements d'hydrogène résultent d'un système hydrogène qui repose sur 4 piliers. Une source représentée par les roches génératrices, des voies de migration et une roche réservoir et une roche de couverture. Donc une roche dans laquelle l'hydrogène se réserve, se concentre, et une roche de couverture qui fait la perméabilité ou l'imperméabilité du site. En ce qui concerne les roches génératrices, plusieurs d'entre elles sont susceptibles de produire de l'hydrogène. Dans le cadre des réactions d'oxydoréduction et de radiolyse, les roches génératrices doivent présenter une chimie favorable. C'est quoi? Il s'agit de haute teneur en fer ferreux ou de forte concentration en éléments radioactifs, ainsi qu'un réseau de micro-fractures permettant à l'eau de s'infiltrer pour alimenter en continu la réaction de génération d'hydrogène. En gros, à une forte température, l'eau rencontre ces roches ferriques et donc produisent de l'hydrogène. Pourquoi faut-il s'intéresser aux voies de migration de l'hydrogène dans l'optique de son exploitation? Parce que comparé aux hydrocarbures classiques, l'hydrogène est une molécule qui est très petite. Dès qu'il se forme, il migre hors de la roche génératrice selon 2 mécanismes. Par advection, celle-ci permet une migration ciblée le long de voies perméables, telles que des fractures, des failles ou des couches poreuses, plus faciles à repérer. Par diffusion, dans ce cas, les molécules d'hydrogène se déplacent spontanément sous l'effet d'un gradient de concentration de manière plutôt multidirectionnelle. Et cette migration est évidemment dans ce cas-là difficile à contrôler et donc j'allais dire difficile à capter. Pour pouvoir exploiter l'hydrogène, il faut qu'il s'accumule dans un réservoir. L'hydrogène étant un gaz hautement mobile, la roche réservoir doit être dotée d'une porosité élevée pour offrir un espace pour stocker le gaz et d'une perméabilité suffisante pour la circulation des fluides. Enfin, la quantité d'hydrogène naturel pouvant être potentiellement extraite dépend largement de sa capacité à s'accumuler dans des structures de piégeage. Sans une couche imperméable située au-dessus de la roche réservoir, l'hydrogène va tout simplement s'échapper vers la surface. J'en viens maintenant aux avantages de l'hydrogène naturel par rapport aux autres types d'hydrogène. Vous le savez, l'hydrogène vert produit par l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable est propre, mais son coût reste élevé, entre 10 à 15 euros par kilo en France. L'hydrogène gris
issu du gaz naturel est moins cher, il y a 1 à 2 euros du kilo, mais il est très émetteur en CO2. Et l'hydrogène noir, on s'imagine bien que c'est celui qui est le plus polluant. Le nom le dit déjà par lui-même. L'hydrogène natif, lui, pourrait coûter entre 50 centimes et 1 euro par kilo, un prix qui est compétitif, voire inférieur à celui de l'hydrogène gris, tout en étant, et c'est quand même un élément important, 100% bas carbone. C'est cette équation, abondance, faible coût, zéro émission, qui en fait une piste si attrayante, si intéressante, pleine d'espoir. On peut le dire comme on veut, vous avez bien compris que c'était le sujet. Toutefois, pour l'instant, ces coûts sont théoriques et aucun gisement n'a encore été exploité à grande échelle. Nous en venons ainsi à notre seconde partie qui constate le décalage entre une exploration en plein essor et des résultats encore limités et s'intéresse aux incertitudes scientifiques et aux défis à surmonter pour une exploitation commerciale de l'hydrogène. Depuis 5 ans, le nombre de publications sur l'hydrogène naturel a été multiplié par 20. Et de nombreuses entreprises, essentiellement des start-up, se sont lancées dans l'exploration de l'hydrogène naturel. Au niveau international, des projets d'exploration d'hydrogène sont en cours sur tous les continents et à des degrés plus ou moins avancés. En effet, le nombre de pays ayant adapté leur législation afin de délivrer des permis d'exploration de l'hydrogène naturel reste encore réduit. Néanmoins, la réalité du terrain est plus contrastée. Certes, en dehors du Mali, dont je parlerai tout à l'heure, entre 20 et 40 puits ont été forés sur tous les continents, en particulier aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Colombie et bien sûr en France. Néanmoins, à ce jour, ces opérations n'ont donné lieu à aucune publication de données certifiées ou de résultats validés par des pairs dans des revues scientifiques. Actuellement, un seul site est exploité dans le monde, c'est le site de Bouraké-Bougou, dans le bassin de Taoudéni au Mali. L'hydrogène y est stocké à l'état gazeux libre, à faible profondeur. Il est produit presque pur, puisqu'il est à 98%. En revanche, le débit du puits historique principal s'élève à seulement 1500 m3 par jour, ce qui en fait une quantité de 48 tonnes par an, l'équivalent de l'énergie qui est contenue dans 3 barils de pétrole. C'est beau de dire, effectivement, en quoi c'est une quantité faible, finalement. Pour le comparer, les puits de production à haut rendement des gisements de gaz naturel de la mer du Nord produisent plus de 2 millions de mètres cubes par jour. Donc 1500 mètres cubes, 2 millions. Il convient de rappeler qu'une usine d'engrais utilise en moyenne 300 tonnes d'hydrogène par an. Je rappelle que là, 300 000 tonnes d'hydrogène par an, oui, c'est vrai. Donc je rappelle, 48 tonnes au Mali, 300 000 tonnes nécessaires pour les usines d'engrais. Vous voyez donc bien qu'il faudrait, pour que ce soit vraiment intéressant, sur un site comme celui du Mali à 48 tonnes par an, il faudrait multiplier par 100, par 1000, pour que vraiment il y ait un intérêt en termes d'exploitation. En réalité, l'exploitation commerciale de l'hydrogène se heurte à des incertitudes scientifiques et à de nombreux défis, qu'ils soient techniques, financiers ou culturels. Je vais d'abord vous présenter de manière non exhaustive les incertitudes scientifiques qui entourent les systèmes hydrogènes. Certaines portent sur la formation et la migration. La vitesse des réactions de production d'hydrogène varie en fonction de la température, de la pression, du rapport entre l'eau et la roche, de la salinité du fluide ou encore de la composition chimique des roches et des fluides. Les catalyseurs naturels sont mal connus, tandis que la serpentinisation de l'olivine, processus clé pour la production d'hydrogène, s'accompagne d'autres réactions géochimiques qui peuvent entraver la production d'hydrogène. La précipitation de minéraux secondaires peut entraîner une passivation des surfaces. La production d'hydrogène s'arrête net, laissant une roche riche en fer, mais qui devient stérile. Les roches à fort potentiel hydrogène, comme les péridotites, sont des roches peu poreuses et peu perméables. Pourtant, la majorité des péridotites et des autres roches potentiellement sources d'hydrogène observées à la surface de la Terre sont fortement altérées, ce qui suppose des mécanismes efficaces de circulation des fluides. Il reste encore peu étudié, ce qui limite la capacité à prédire le potentiel de production en hydrogène de ces zones reconnues comme propices. L'accumulation et la préservation de l'hydrogène soulèvent également de nombreuses interrogations scientifiques. L'accumulation de l'hydrogène
est entravé par sa diffusivité exceptionnelle qui entraîne sa fuite vers la surface à travers la roche de couverture. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme c'est un gaz très léger et multidirectionnel. Un autre obstacle à l'accumulation de l'hydrogène est sa réactivité chimique et microbiologique. Des réactions géochimiques associant l'hydrogène peuvent intervenir à des températures supérieures à 200 degrés, à savoir la réduction des oxydes métalliques, oxyde de fer ou de manganèse, et oxydation de l'hydrogène en eau, réduction du CO2 pour former du méthane, réduction des sulfates pour produire du sulfure d'hydrogène. Au cours de chacune de ces réactions, en fait, l'hydrogène disparaît. À des températures inférieures à 100 degrés, l'hydrogène est une source d'énergie pour le vivant. Et les micro-organismes du sol jouent un rôle majeur dans la consommation et la transformation de l'hydrogène. Au-delà des incertitudes scientifiques, la rentabilité de l'exploitation commerciale de l'hydrogène dépend de nombreux paramètres. Il y a d'abord des verrous technologiques à lever pour extraire l'hydrogène dissous, à l'instar du gisement de Pompierre-Folchuer que je connais bien en Moselle. La Française de l'énergie, qui a mis en évidence du gaz dissous dans l'aquifère des formations carbonifères lors d'un récent forage à 3662 mètres, souhaite utiliser la sonde SISMOG de Solexpert et ses surfaces membranaires pour séparer le gaz de l'eau en profondeur. Cette membrane permettrait de capter le gaz dissous dans l'eau. La pression différentielle, plus de 100 bars, permettrait d'assurer la remontée du gaz en surface. Il s'agit néanmoins d'une technologie de rupture en cours de développement et les faisabilités techniques et économiques ne sont pas encore démontrées. Le site et la Française de l'énergie y travaillent bien sûr ardemment. En revanche, les méthodes envisagées pour l'extraction de l'hydrogène sous forme de gaz libre sont celles classiquement déployées pour l'exploitation de réservoirs d'hydrocarbures sous pression. La concentration en hydrogène et la composition du gaz résiduel sont des paramètres de rentabilité décisifs car elles déterminent les besoins en énergie et les coûts de séparation du gaz pour la purification de l'hydrogène. En revanche, c'est aussi des éléments qu'on a eu l'occasion de mesurer à plusieurs reprises en faisant nos auditions, la présence de l'hélium peut rendre rentable l'exploitation de gisements d'hydrogène en raison de la valeur marchande de ce gaz, l'hélium étant un gaz rare indispensable dans de nombreux secteurs industriels, tandis que l'offre est limitée par le nombre de gisements exploitables. En particulier, on est très dépendant des pays étrangers sur la question de l'hélium. C'est un gaz associé ou proche de l'hydrogène. Le débit et la pression ont également des impacts importants sur les coûts de production. On estime que le débit auquel l'hydrogène devrait être produit pour être rentable est évalué à plusieurs kilotonnes par an et par puits. Donc je répète, plusieurs kilotonnes par an et par puits. Je rappelle quand on parle du Mali tout à l'heure, qu'on est à 48 tonnes par an. En ce qui concerne la quantité totale d'hydrogène présente dans le gisement, elle détermine la durée pendant laquelle un débit donné peut être maintenu. Dans le domaine de l'exploration gazière, la durée d'exploitation varie entre 15 et 30 ans pour une installation de production. Pour arriver à une telle durée d'exploitation, la quantité des réserves doit être considérable. La profondeur du gisement est un paramètre important pour le coût du forage. Tout à l'heure, je rappelais, à Pompierre, c'est 3662 mètres de profond. Enfin, la proximité des consommateurs sera, au moins dans un premier temps, une condition sine qua non pour le développement de l'hydrogène naturel. En effet, le transport est techniquement complexe de l'hydrogène et il est coûteux. Par conséquent, sa rentabilité économique dont on parlait tout à l'heure, les fameux 50 centimes à 1 kg d'exploitation, sera probable que lorsque les consommateurs se retrouveront à proximité immédiate du gisement. L'exploitation de l'hydrogène naturel en France se heurte également à des obstacles réglementaires, financiers et culturels. La phase de recherche implique la délivrance d'un permis exclusif de recherche, procédure plus longue que dans d'autres pays. En France, on est plutôt autour des 18 mois. On connaît parfois les lenteurs en matière de validation en France, alors qu'on est plutôt à 3 à 6 mois en Allemagne, par exemple. On pourra revenir sur les raisons de ce décalage dans la discussion si vous le souhaitez. Par ailleurs, le code minier ne facilite pas l'accès aux données préexistantes. Par exemple, les données sismiques sont accessibles dans un format qui ne permet pas de les utiliser sans un retraitement préalable, ce qui engendre des coûts et des délais supplémentaires. En quelque sorte, on perd du temps puisqu'on n'a pas accès aujourd'hui facilement à ces données sismiques de façon à ce qu'elles puissent être exploitées.
Le forage reste donc le seul moyen de confirmer l'existence d'un gisement souterrain d'hydrogène, d'où la multiplicité des forages, de mesurer la pression, les débits, la composition du gaz, et donc d'évaluer la rentabilité économique in fine. Mais son coût reste élevé, entre 2 et 20 millions d'euros, ce qui constitue une vraie difficulté pour ces sociétés d'exploration, et je disais tout à l'heure essentiellement des start-up. Enfin, nous regrettons une perte d'intérêt de la France pour son sous-sol. Et pourtant, ça a été pendant très longtemps une richesse, la France. On a quand même eu des organismes qui sont très investis sur le sujet. Ça a été un territoire où il y a eu beaucoup d'exploitation. Moi, je viens de Moselle, donc d'un bassin minier que je connais bien. Et effectivement, on a eu le contre-coup qui est aujourd'hui une forme de désintérêt pour le sous-sol français. Et pourtant, ces ressources du sous-sol ont vocation à jouer un rôle essentiel dans la transition, mais évidemment également pour la souveraineté énergétique de notre pays. Elles sont cependant mal connues du grand public et leur exploitation souffre d'une acceptation sociale faible et d'un relatif désintérêt des décideurs politiques aux vertus de tous les entre guillemets, traumatismes connus par le passé. Pourtant, si l'hydrogène naturel s'avère exploitable commercialement, la France possède de nombreux atouts pour s'approprier rapidement sa nouvelle ressource énergétique. C'est la raison pour laquelle elle doit agir, et c'est l'objet de notre dernière partie. La France dispose d'atouts majeurs pour devenir un leader de l'hydrogène natif. D'abord, sa géologie est favorable à la présence d'hydrogène. Dans le bassin aquitain et le piémont pyrénéen, on retrouve des poches ultramafiques propices à la serpentinisation. En Lorraine, la Lorraine se caractérise par des bassins sédimentaires riches en matière organique. Même dans les Outre-mer, les massifs ophiolithiques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la Guyane possèdent des caractéristiques géologiques favorables à l'hydrogène naturel, même si, en Guyane, aucune étude exploratoire n'a été réalisée à ce jour. Et donc ce n'est pas un hasard si 6 permis de recherche exclusifs d'hydrogène natif ont déjà été attribués jusqu'à présent. Par ailleurs, notre pays peut compter sur une avance scientifique basée sur plus de 10 ans de programmes de recherche et sur une filière de l'hydrogène et du para-hydrogène dynamique structurée autour de pôles de compétitivité Avenia dans le cadre de l'initiative européenne sur l'hydrogène natif Earth 2. Enfin, l'hydrogène naturel représente une opportunité économique et stratégique à ne pas négliger. L'exploitation de l'hydrogène natif pourrait relancer des bassins industriels en déclin. Il nous aiderait à réduire nos importations d'énergie fossile et surtout permettrait à la France de vendre son savoir-faire en exploration et, je l'espère peut-être, en exploitation à d'autres pays. La France a donc une carte à jouer parce que nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de cette opportunité. C'est vraiment le sujet aujourd'hui. On est peut-être au début de quelque chose, mais il faut creuser et être sûr d'avoir des réponses à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure. On ne peut pas laisser passer le train. Nous vous proposons donc 6 recommandations afin que la France conserve son avance scientifique et consolide son leadership technologique mondial dans le domaine de l'hydrogène naturel. Alors, les propositions sont les suivantes. D'abord, développer un récit autour du sous-sol national afin de sensibiliser les décideurs politiques et les citoyens sur le caractère stratégique des ressources du sous-sol et le potentiel français. Refaisons ensemble un récit du sous-sol. Réapprenons en quelque sorte à le connaître. Puisque finalement, comme je disais tout à l'heure, l'hydrogène natif était présent, a toujours été présent, et on le redécouvre ou on le découvre que récemment. La deuxième proposition, c'est de consacrer 10 millions d'euros à un programme national de recherche pluridisciplinaire sur 10 ans sur l'hydrogène et l'hélium, en débouchant sur 1 ou 2 forages profonds afin de caractériser les systèmes liés à ces ressources. Aujourd'hui, tout repose sur les startups que j'évoquais. Il faut vraiment qu'il y ait un programme national de recherche pluridisciplinaire pour que l'on améliore la connaissance en la matière, les conditions de fabrication d'hydrogène dans le sous-sol. La troisième proposition, c'est de sanctuariser la contribution de la France aux 2 programmes internationaux de forage scientifique, l'International Continental Scientific Drilling Programme et l'International Ocean Drilling Programme, afin de maintenir l'expertise française dans la connaissance du sous-sol. La quatrième proposition, c'est de mettre en place une enveloppe de 10 millions d'euros d'avance remboursable pour contribuer à la réalisation d'un forage exploratoire pour chacune
chacun des projets français les plus avancés lorsqu'ils s'accompagnent d'un programme scientifique public associé. C'est un des débats qu'on a eu, l'accompagnement financier. Il faut que l'on contribue effectivement en quelque sorte à créer du lien avec ces startups qui réalisent des forages exploratoires. Et il faut qu'en quelque sorte le financement génère derrière des retours scientifiques sur la connaissance que permettent ces forages exploratoires. Donc 10 millions par projet de forage exploratoire. La 5e proposition, c'est de faire évoluer le droit minier pour permettre l'accès libre aux données sismiques retraitées, que j'ai évoqué tout à l'heure, et simplifier les processus d'octroi de permis de recherche et de licences d'exploitation. Et enfin, la 6e proposition, c'est de soutenir, dans la compétition énergétique internationale, la reconnaissance de l'hydrogène naturel comme source de production bas carbone au niveau européen, en révisant la stratégie hydrogène de l'Union européenne dès 2027. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'aurais aimé le dire avec mon collègue Gérard Le Seul, encore une fois. L'hydrogène natif n'est sans doute pas une solution miracle. Il ne remplacera pas à lui seul le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, mais il pourrait devenir une brique essentielle de notre mix énergétique futur, propre, compétitif et souverain. La France a une fenêtre d'opportunité, celle d'un pays qui, grâce à sa géologie, son expertise, sa volonté politique, pourrait devenir un leader mondial de cette ressource. Mais cette fenêtre ne restera pas éternellement ouverte. D'autres pays, je l'ai dit tout à l'heure, vont à marche forcée. C'est le cas des États-Unis, de l'Australie, de la Chine. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester à la traîne et nous devons convaincre aussi les autres pays de l'Union européenne d'unir leurs efforts dans cette compétition internationale autour de l'hydrogène natif. Voilà ce que je souhaitais vous livrer après ces passionnantes auditions sur un sujet, à mon avis, qui n'en est qu'à ses débuts, en quelque sorte, et qui me semble tout à fait utile dans le débat que l'on a aujourd'hui sur l'énergie, qui va nous occuper pendant quelques temps encore, et qui suscite beaucoup d'espoir. Et bien sûr, je répondrai à vos questions, remarques, suggestions. Bonjour, Sébastien Julien, je travaille à l'Express. Est-ce que vous pourriez revenir sur le coût de l'hydrogène blanc, le chiffre que vous avez cité? En fait, c'est celui qui fait fantasmer tout le monde. C'est entre 0,5 et 1 euro par kilo. Pour être sûr de bien comprendre, est-ce que ça prend en compte les transports, puisque vous avez rappelé que c'est pas évident de transporter l'hydrogène, ça coûte. Est-ce que ce chiffre-là aussi part du principe qu'on trouve des volumes très importants d'hydrogène blanc dans le sol français, ce qui n'est pas a priori confirmé, puisqu'on a dû forer à quelques points, ce qui laisse de l'espoir, mais on n'a peut-être pas une idée des volumes qu'on peut avoir dans notre sol. Donc voilà, rappelez un peu dans quel cadre ce chiffre a été publié, s'il vous plaît. Ah ben voilà Gérard, le seul qui nous rejoint. Finalement, le train est arrivé. Alors, pour ce qui est du coût, on en est bien au coût d'exploitation. C'est-à-dire, on a été, par exemple, sur le site à Pompières, on nous annonçait autour des 60 centimes pour l'exploitation de l'hydrogène par kilo. Viens avec moi, Gérard, parce que même si je te prends au vol, tu vas devoir intervenir. Donc, il n'y a pas, effectivement, derrière, il n'y a pas la question du transport qui est pris en compte, hein, puisque... on l'a vu, les conditions éventuelles de transport sont pas toujours simples, enfin sont même compliquées pour être tout à fait clair. Donc c'est vraiment l'exploitation proprement dite d'hydrogène. Donc faire remonter l'hydrogène à la surface, le calcul aujourd'hui qui est effectivement mis en avant, c'est entre 50 centimes et 1 euro, autour de 1 euro on va dire simplement. Et pour ce qui est effectivement la problématique de la concentration, c'est le sujet, parce qu'en effet, si l'on prend le site, encore une fois, que je connais de Pompières-Volschwiller, où on parle de quantité importante d'hydrogène dissous dans l'eau, ben, là encore, il est dissous. Donc déjà, c'est une complexité supplémentaire. Et pour les autres sites où il y a des poches potentiellement présentes, eh bien, il faudra attendre des précisions suite au forage d'exploration pour être sûr
que à la fois les quantités sont présentes, qu'elles se renouvellent, puisqu'il y a aussi cette question-là, d'où est-ce que vient cet hydrogène, pour s'assurer que le coût in fine soit effectivement celui que l'on annonce aujourd'hui. Oui, sinon, tant que j'ai le micro, je pose une deuxième question qui est sur le récit du sous-sol national que vous souhaitez mettre en avant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant ça, on risque de se retrouver à mélanger plusieurs choses? Certaines personnes vont vouloir exploiter davantage de pétrole dans le sol, que ce soit en Guyane ou en Île-de-France. Et c'est pas du tout la même chose entre le pétrole et l'hydrogène. Et ça risque de compliquer un peu les choses. Alors, comment est-ce que vous voyez cette difficulté? Ouais. Comme ça, tu seras dans le sujet. Je te laisserai aussi contribuer à la réponse. Je vais juste commencer. Je pense qu'il y a depuis quelque temps déjà maintenant des inquiétudes, et c'est vrai, la question que vous posez, elle est juste, parce qu'on peut mélanger, par exemple, métaux rares, je ne pense pas nécessairement qu'au pétrole, mais métaux rares, bien qu'il y ait eu un débat il y a quelque temps à propos des outre-mer et de l'exploitation pétrolière ailleurs, mais on sait qu'il y a une présence, par exemple, de métaux rares en France sur certains sites. Le problème, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'acceptabilité sociale dès qu'on touche au sous-sol, parce qu'il y a des traumatismes pas le passé, soit liés à l'industrie, dans les bassins miniers, ou ferrifères, ou liés aux dégâts. Hein, moi, je viens d'un territoire où il y a eu des affaissements miniers avec des villages entiers qui ont été touchés par cela, ou par, je pense à la géothermie, où il y a eu aussi des impacts sur les territoires voisins, je pense plutôt à la vallée du Rhin, hein, où il y a eu pas mal de problématiques. Donc effectivement, il y a à la fois un risque, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité pour quelques-uns de dévier ou de détourner le sujet pour en quelque sorte l'utiliser à d'autres fins, mais je pense qu'il y a un triptyque à prendre en compte. Un, meilleure connaissance du sous-sol français et donc de savoir quelles sont les opportunités. Deux, impact environnemental avéré ou pas, dans quelle mesure. Je crois que c'est un élément important. Et d'ailleurs, quand on voit les sites où il y a eu les forages d'exploration, il n'y a pas d'impact en fait à la surface. C'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, peut-être même très impressionnant pour le coup. Et puis le dernier élément du triptyque, je pense aussi l'acceptabilité sociale. L'hydrogène a plutôt une bonne image aujourd'hui, parce que justement, je pense que dans l'imaginaire collectif, l'impact n'est pas forcément très fort pour les populations. Il suscite de l'intérêt parce que tout le monde a compris que c'était une énergie intéressante, et que donc il y a une forme d'acceptabilité qui est plus importante. Si demain, je prends cet exemple parce que c'est un exemple qu'on a déjà entendu, on devait exploiter, je ne sais pas, dans le massif armoricain ou en Ariège, des métaux rares comme le tungstène avec des grandes carrières, bah forcément, ça ne sera pas tout à fait la même chose sur la question du sous-sol. Gérard, peut-être tu veux rajouter ta pierre à l'édifice? Merci. Oui, bonjour. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon retard, mon important retard, mais qui est lié au problème de la SNCF et des transports aujourd'hui ferroviaires suite aux difficultés d'intempéries, enfin aux intempéries. Pour répondre à cette question, ou en complément de ce que vient de vous dire Michael, nous avons besoin effectivement d'un récit sur le sous-sol pour se réapproprier le besoin de connaissance de notre sous-sol. Alors, vous faites allusion, bien sûr, au débat qui peut naître et qui est apparu dans le cadre d'une proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale sur l'exploitation du pétrole en large de la Guyane. Et effectivement, ça pose une vraie question, mais pour se poser la question avec intelligence, encore faut-il que l'on ait la connaissance du sous-sol. Et ce que nous réclamons, c'est qu'il puisse y avoir effectivement ce récit, à la fois de ce qu'il y a dans notre sous-sol, et donc pour cela il faut en avoir la connaissance et augmenter la connaissance que l'on a du sous-sol. Et puis ensuite, il faut effectivement qu'il puisse y avoir un débat qui soit lié à la capacité d'exploitation là où c'est possible, là où c'est souhaitable, là où c'est envisageable avec l'accord des populations, par rapport aussi à une souveraineté nationale. On l'a bien vu à propos du lithium. Nous avons des dépendances vis-à-vis d'exploitations étrangères. Il y a 2-3 sources potentielles en France. Ça a suscité immédiatement des débats, et c'est sain que ça suscite des débats. Mais je pense que nous devons mettre tout sur la table, à savoir
développer la connaissance de notre sous-sol, développer la connaissance des potentialités d'exploitation, et troisièmement, mettre cela en regard avec la souveraineté, notamment sur certains métaux rares, sur certaines productions. La question du pétrole n'est pas tout à fait dans ce schéma-là, puisqu'on peut considérer que ce n'est plus du tout une exigence de production, puisque nous voulons tout faire pour décarboner. Donc ça pose, entre guillemets, les limites du débat avec nos amis guyanais notamment. Mais en tout cas, oui, c'est une conclusion importante de notre mission, c'est de se réapproprier notre sous-sol, et pour cela, on développait la connaissance. Il y a peut-être des questions en ligne. Oui. Ah, pardon. Moi, j'aurais une question. Je vais peut-être juste d'abord poser la question en ligne qui a été posée il y a plusieurs minutes, excusez-moi. Alors, nous avons une question de Elsa Bembaron pour Le Figaro qui vous demande quid des consommateurs, comment transporter l'hydrogène et où sont les débouchés? Transporter l'hydrogène, il y a d'abord la possibilité de le transporter par des pipes qui existent déjà. C'est le cas d'ailleurs notamment le long de la Seine avec les projets d'hydrogène d'air liquide, notamment du côté de Gravenchon, enfin dans l'estuaire. Donc c'est pas tellement on va dire ce transport-là. Ensuite, il y a le problème de l'exploitation, de son coût. Ça a été évoqué tout à l'heure par Michael Weber. Donc il y a des difficultés, effectivement, en tout cas des questions sur le transport, ce qui limite d'ailleurs en partie un usage développé de l'hydrogène. Mais pour le moment, et en tout cas c'est ce qui nous préoccupait, c'était est-ce que nous pouvons produire de l'hydrogène naturel? C'est ça la question essentielle. Pour ce qui concerne les autres formes d'hydrogène, les modalités de transport aujourd'hui sont globalement en cours de maîtrise totale. Oui, je rajouterais juste que si je prends là encore le territoire que je connais bien, forcément, je pense aux aciéries, elles sont du côté plutôt allemande, mais qui aujourd'hui sont très intéressées pour décarboner. Donc en fait, c'est les grosses industries qui sont très intéressées par cette ressource pour décarboner leur énergie absolument nécessaire. Et un autre client potentiel, je crois, c'est aussi sur la mobilité lourde, puisqu'on pourrait imaginer que sur la mobilité lourde, il y ait l'utilisation de l'hydrogène. Mais encore une fois, ça suscite beaucoup de débats sur le transport, le stockage, etc. Monsieur. C'est bon, on m'entend? Oui. Du coup, bonjour, Benjamin Henry, je suis journaliste pour Infochimie. Alors, j'aurais deux petites questions concernant on commençait déjà à évoquer la question des débouchés pour l'hydrogène. Alors, aujourd'hui, on a parlé déjà de décarbonation, notamment au niveau des carburants, on a parlé de mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que d'autres industries sont intéressées par de l'hydrogène naturel? Et qui amène à une deuxième réflexion, c'est plus, aujourd'hui, on connaît beaucoup l'usage de l'hydrogène provenant d'hydrocarbures, de vaporeformage de méthane. Est-ce qu'aujourd'hui, quels seraient justement les jalons à devoir poser pour faire en sorte que cet hydrogène puisse intégrer des voies industrielles comme la chimie, qui repose aujourd'hui sur un système très installé de vaporeformage qui est déjà très installé et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc quelles seront les conditions à amener justement pour permettre à cette filière de se développer? Et est-ce que vous avez pu identifier aussi les quantités d'hydrogène à moyen ou long terme qui pourraient être exploitées, d'hydrogène naturel, et qui pourraient justement peser dans notre mix énergétique? Vous pensez que ça pouvait représenter combien à l'horizon 2030-2035? Alors, je me permets de répondre au deuxième élément de la question. Nous n'avons pas aujourd'hui de chiffrage précis sur la capacité de production, notamment sur notre territoire, d'hydrogène naturel. C'est bien le sujet. C'est bien pour ça qu'il faut que nous maintenions des pistes exploratoires, que nous puissions aller plus loin dans la connaissance, notamment du potentiel. On peut espérer aujourd'hui que ce soit une source
extrêmement importante pour notre prochain mix énergétique, nous le souhaitons. Si nous pouvons diminuer le plus possible le nucléaire, bien sûr que c'est extrêmement souhaitable, mais en même temps, nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de dire à horizon 2050, pas de problème, on va produire tant de pourcentage d'hydrogène naturel et ça va régler le problème. Donc il faut poursuivre toutes les explorations possibles, toutes les recherches aussi scientifiques possibles pour éviter on va dire l'Eldorado, pour éviter le rêve. Il faut qu'on puisse savoir si effectivement on peut concrétiser un développement important de l'hydrogène naturel. Moi, je rajouterais que ça ne vous a pas échappé, les deux parlementaires qui suivent ce dossier sont tous les deux issus d'un territoire où justement la chimie est importante. Tout à fait. Et source, la Seine-Maritime et la Moselle, puisque nous avons sur le site à proximité d'ailleurs de Pompier-Folschwiller, le site de Saint-Avold, avec beaucoup de sujets autour de la chimie, y compris la chimie verte. Et d'ailleurs, il y a de nombreux projets qui sont annoncés sur l'hydrogène vert sur ce site-là. Et pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si le site est intéressant, c'est parce qu'il y a une compréhension des enjeux de la part des populations, parce qu'il y a, je pense aussi, les compétences liées au personnel qui ont travaillé depuis très longtemps dans ces sites-là, et parce qu'il y a une clientèle à proximité, parce que justement, des industriels se sont installés à proximité de ces secteurs-là parce qu'ils avaient besoin de cette chimie. Et c'est le cas, j'allais dire, sur un bassin qui est transfrontalier, puisque c'est le cas en Allemagne, qui est juste de l'autre côté de la frontière, qui a besoin effectivement de cette chimie et qui aura sans doute besoin de mettre de cette énergie. C'est pour ça, je pense qu'il y a un intérêt supplémentaire. En quelque sorte, l'histoire chimico-industrielle, je dis comme ça, rencontre une spécificité du sous-sol qui a permis à ce que sur ce territoire-là, on ait ce type d'industrie. Le bassin ferrifère pour le nord mosellan, minier sur l'est mosellan qui a justifié que. Donc voilà, je crois que ce n'est pas non plus un hasard parce que ça nous intéresse. Ou que, en tout cas, on a découvert qu'il y avait de l'hydrogène à proximité et que ça a donc suscité de l'intérêt. Pour ce qui est de la quantité, en fait, la question, c'est qu'on voit bien qu'on a besoin en l'espèce, justement, de cette recherche scientifique, parce que sinon on ne pourra jamais vraiment répondre à cette question-là, et de la connaissance du sous-sol. Et que on ne peut pas laisser aux seules start-up qui aujourd'hui sont engagées la responsabilité, en quelque sorte, de tester en fonction des connaissances qui sont les leurs, avec un budget qui, pour elles, n'est pas extensible, eh bien, la responsabilité de quelque sorte définir, sans qu'il soit totalement précisé, valider les quantités potentielles d'hydrogène. Donc c'est aussi ça, c'est de se dire, c'est pour ça que nous avons mis en œuvre, que nous avons souhaité qu'il y ait de la part de l'État un financement pour améliorer la connaissance, financer des forages exploratoires pour en quelque sorte définir plus précisément les conditions de présence d'hydrogène, de sa production dans le sous-sol, enfin de sa constitution dans le sous-sol, et pour commencer peut-être à définir à un moment donné la quantité d'hydrogène présent. C'est pour ça que je disais aussi qu'on est vraiment au début de quelque chose, il me semble. Okay. Pardonnez-moi, les explorations visent aussi à alimenter la connaissance académique et la connaissance scientifique sur l'ensemble des potentialités, bien sûr. Ok. Et j'aurais aussi une petite précision du coup sur votre programme national pluridisciplinaire que vous nous avez présenté. Vous souhaitez, comme recommandation, y consacrer 10 millions d'euros. Et vous avez parlé de 1 à 2 forages profonds, si j'ai bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un forage, aujourd'hui, le coût est à peu près entre 2 et 20 millions d'euros. Donc moi, ma question, c'est, est-ce que justement, de ces 10 millions-là, est-ce que c'est un début de financement qui, par la suite, l'une de vos recommandations, c'est d'augmenter la somme qui va être allouée à ce programme-là, ou est-ce que ces 10 millions-là vont être avancés par l'État et d'autres sources de financement devront être trouvées pour accompagner ce programme? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement le financement pour de la recherche qu'on a proposé 10 millions, mais si demain, et moi je le souhaite, je veux dire, c'est en quelque sorte un appel qui est fait, un appel à l'État à prendre ses responsabilités pour améliorer la connaissance. Mais après, on a aussi aujourd'hui des forages exploratoires qui sont mûrs, donc on en a, nous, défini 5 qui pourraient l'être, et donc ça serait là vraiment d'avoir des avances remboursables sur ces 5 potentiels forages qui seront à définir. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des endroits où c'est précisé, ce n'est pas à nous de les définir précisément, mais c'est important d'avoir ces avances remboursables pour en quelque sorte accompagner ces entreprises, ces startups qui font l'effort financier et avoir en échange
aussi des données scientifiques qui permettent d'améliorer la connaissance. Voilà, donc c'est les deux pistes, alors c'est 2 fois la même somme, c'est pour ça que ça peut porter à confusion, et c'est 2 pistes et 2 objectifs différents qui seraient à mettre en œuvre. Mais franchement, si on mettait, je ne sais pas, je dis 2 fois, enfin 10 sur l'un et admettons 50 millions sur l'autre, franchement, par rapport à l'enjeu, en gros, c'est rien. Si on n'est pas capable de dire en France qu'il y a un vrai enjeu sur l'hydrogène natif, que l'on a une expertise, qu'on a des scientifiques qui sont prêts à travailler sur le sujet, qu'on a des, je pense aussi au BRGM, à d'autres organismes qui sont prêts à nous accompagner, qui ont cette connaissance. Si on n'est pas capable de mettre, je ne sais pas, 200 millions d'euros pour, en gros, s'assurer du potentiel d'hydrogène en France, c'est que quelque part on passe à côté de quelque chose. C'est ça, en fait. On a une vraie responsabilité aujourd'hui face à ce sujet. On ne peut pas la laisser passer parce qu'il y a vraiment un intérêt et il faut le saluer. Et donc il faut vraiment écluser toutes les inquiétudes, toutes les questions que l'on peut avoir, tous les renseignements qui sont donnés pour que si effectivement il y a une opportunité, on puisse l'utiliser. C'est ça vraiment le sujet. Bonjour, Antoine Duval, je suis journaliste en industrie et technologie. Vous parliez tout à l'heure de l'hydrogène blanc comme une solution bas carbone. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des études de l'impact environnemental des techniques d'exploration et d'extraction d'hydrogène des sous-sols? Pas trop, en fait. Voilà, évidemment c'est le sujet, pas trop, parce que on comprend bien les différentes formes de constitution de l'hydrogène dans le sous-sol. Enfin, on comprend bien les gros éléments, je l'ai évoqué tout à l'heure, les 3-4 typologies de formation de l'hydrogène. On n'a objectivement pas aujourd'hui d'impact environnemental avéré, à part un accident technologique de forage, quoi. Mais ça, c'est comme pour la géothermie, comme pour autre chose. Mais sinon, il n'y a pas d'impact vraiment clairement avéré sur ce que pourrait être l'exploitation de l'hydrogène, contrairement à parfois d'autres matières. Je ne sais pas, Gérard, ce que tu peux en dire. Enfin... Non, mais justement, on n'a pas suffisamment d'éléments. D'ailleurs, je suis vice-président de la commission développement durable de l'Assemblée nationale et j'ai demandé, et ça a été accepté par le bureau, que nous puissions avoir un grand débat sur la géoénergie. Et bien évidemment que l'hydrogène naturel participerait de la géoénergie demain si nous découvrions des potentialités, enfin si les potentialités s'avéraient totalement exactes. Et donc nous avons besoin de cette connaissance pour pouvoir développer la souveraineté énergétique, de mon point de vue, énergétique française. En gros, il faut juste se dire que, on l'a bien évoqué dans le rapport, c'est que l'hydrogène est présent depuis très longtemps et que, en fait, par différents mécanismes que j'évoquais tout à l'heure, il arrive à la surface. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est un peu curieux, parce que jusqu'à présent, on ne s'est pas intéressé fondamentalement à l'hydrogène. Mais quand on regarde les conditions de découverte de l'hydrogène au Mali, je vous invite à les regarder, c'est assez instructif. C'est vraiment un pur hasard, quoi. Donc, en gros, l'hydrogène a toujours été présent. Il y a le seul élément qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, c'est qu'on se retrouverait avec une quantité d'hydrogène telle que ça se retrouve dans la surface, dans l'atmosphère, et que ça, je ne sais pas, déséquilibre l'atmosphère. Mais franchement, je ne vois pas comment ça serait possible, parce que, encore une fois, l'hydrogène se diffuse, monte à la surface, et déjà dans notre atmosphère, etc. Donc voilà, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un impact direct à l'état des connaissances aujourd'hui sur l'atmosphère, sur l'environnement. Alors, nous avons une question en ligne de Mathilde Nutarelli pour Public Sénat. Vous avez parlé des États-Unis, de l'Australie et de la Chine. Où en sont-ils dans leurs recherches et leurs forages? Sont-ils plus en avance? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout à l'heure, on parlait des délais d'instruction pour les demandes de forage d'exploration et encore plus pour les forages d'exploitation le jour où il y en aura en France. On vous a dit, les délais sont très très longs. Et on parlait de l'exemple, de la comparaison par rapport à l'Allemagne, parce que chez nous on est plutôt à 18 mois et qu'en Allemagne c'est plutôt 3 à 6 mois. Aux États-Unis c'est quelques semaines. Donc voilà, je ne suis pas sûr que l'on ait... en tout cas en termes de délai, il y a une vraie différence. Voilà. Pour le reste... Et je pense que, j'allais dire presque, on se pose peut-être moins de questions
sur l'impact que cela peut avoir et que si vraiment cette énergie a un intérêt dans ces pays-là, je crains que ce soit, encore une fois, à marche rapide, forcée, beaucoup plus que l'on pourrait le faire en France. Donc il faut effectivement garder cette avance. Une autre question en ligne de Philippe Pavard pour La France Agricole. Avez-vous interrogé les industriels des engrais qui sont très demandeurs de solutions pour décarboner leur production et qui pour l'instant se tournent vers l'électrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène bas carbone? Nous n'avons pas interrogé les industriels de l'engrais. Non, nous ne les avons pas interrogés, mais nous savons qu'ils sont très consommateurs, demandeurs d'hydrogène, et donc toute possibilité de fournir de l'hydrogène bas carbone, nous le savons, servira cette industrie. Une autre question en ligne de Pénélope Bacle pour RSE Data News qui vous dit: en septembre 2023, le président lui-même avait évoqué son intérêt pour l'hydrogène natif lors d'un discours sur la planification écologique. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le manque de soutien des pouvoirs publics depuis à ce sujet? Y a-t-il eu des freins à ce soutien au-delà de la question budgétaire? Alors, moi, je vais peut-être partir de très loin pour répondre à cette question. Par ailleurs, je suis président de la Fédération des parcs naturels et régionaux de France. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je me souviens de l'époque où le président de la République était ministre de l'économie et où on cherchait justement déjà à sortir de cette dépendance que l'on a notamment des métaux rares, où l'État va manifester de l'intérêt pour ces métaux rares, d'où la petite aparté que je faisais tout à l'heure en fait référence au massif armoricain ou à l'Ariège. Je pense que sans doute que nous avons tous conscience qu'il faut retrouver une forme de souveraineté énergétique, mais aussi encore une fois sur cette question de métaux rares tournés vers l'avenir, et que l'inquiétude, elle est à mon avis résumée effectivement à cette acceptabilité environnementale et sociale qui pose question aujourd'hui et qui fait que l'on préfère en quelque sorte déléguer les impacts à l'extérieur plutôt que d'essayer de les traiter à l'intérieur en quelque sorte. Voilà. Donc moi je reconnais, parce que j'avais posé une question à l'époque à la ministre Agnès Pannier-Runacher ici au Sénat, justement à propos de l'hydrogène natif, avant même que l'on fasse le forage à Pompières, puisqu'il y avait Régalore 1 puis Régalore 2 qui avaient été financés par des fonds publics qui étaient là aussi des forages d'exploration. Et manifestement, eh bien, l'intérêt n'était pas, à mon avis, tout à fait au rendez-vous de la part de l'État. Et voilà, je crois que c'est dommage, mais encore une fois, on ne peut pas juste dire, enfin, il faut vraiment écluser toutes les questions que cela suppose. Et je crois que c'est aussi de la responsabilité collective que l'on a entre les industriels qui sont prêts à le faire, les startups, le monde scientifique et l'État. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, il faut passer de la parole aux actes. C'est ce que nous réclamons à travers ce rapport. Nous avons maintenant une question d'Éric Saudemont pour Enerpress qui vous dit les instances européennes vous semblent-elles intéressées, mobilisées sur le sujet de l'hydrogène naturel? Enfin, vous semblent-elles suffisamment mobilisées ou intéressées sur le sujet de l'hydrogène naturel, notamment dans la perspective de la révision de la stratégie hydrogène de l'Union européenne? Nous espérons effectivement que la voix de la France portera à Bruxelles, notamment pour pouvoir progressivement, ou en tout cas le plus rapidement possible, pouvoir intégrer cette recherche d'hydrogène naturel comme une énergie bas carbone. C'est tout l'enjeu pour que l'Union européenne puisse se saisir pleinement de cette question. Nous avons une certaine avance que rappelait Michael Weber tout à l'heure dans la connaissance ou dans l'expertise de l'hydrogène naturel. Nous devons porter cette expertise à Bruxelles pour que l'Union européenne puisse se saisir pleinement du sujet et puisse mettre aussi d'ailleurs des financements communautaires sur la table. Non. Pas d'autres questions? Bien.
Bien. Bon. Bah, écoutez, Moi, je remercie beaucoup Michael Weber d'avoir remercie, assuré la conférence de presse tout seul, quasi tout seul, et de m'avoir embarqué finalement dans cette aventure, puisque c'est Michael qui, le premier, a voulu travailler sur le sujet. Et comme il l'a rappelé, nous sommes dans des territoires à la fois éloignés mais proches dans leur tradition, dans leur acceptation sociale justement de l'industrie. Nous sommes élus dans des territoires qui sont fiers d'être des territoires industriels, des territoires de chimie, et nous avons pour ambition de tout faire pour les décarboner le plus possible. Hein. Chez moi, j'ai de la pétrochimie, pas que de la chimie, j'ai de la pétrochimie, et donc plus on va pouvoir assurer une souveraineté nationale, décarboner nos économies, nos territoires, tout en développant une industrie, mieux ce sera. Et donc nous avons voulu, à travers cette note scientifique, mettre sur la table la question de l'hydrogène naturel. Maintenant, à charge pour le gouvernement de s'en saisir, à charge pour nos assemblées respectives de s'en saisir. J'espère que dans le cadre de cette conférence sur la géoénergie que je souhaite que l'Assemblée nationale organise, nous ayons un volet important sur l'hydrogène et sur l'hydrogène naturel. Et je ne doute pas qu'au Sénat, il y ait aussi cette prise en compte de notre note. Voilà, je rajouterais que d'abord je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à vous intéresser à ce sujet. Preuve que, il me semble, c'est un sujet qui est porteur, qui est un sujet d'avenir, et on va continuer à suivre évidemment les évolutions scientifiques, les données qu'il peut y avoir. Y compris avec l'ensemble des organismes que nous avons rencontrés. Ils se sont manifestés, on a eu beaucoup d'auditions et là aussi de personnes qui se sont manifestées pour nous aider. Et puis on va aussi continuer notre travail parlementaire, sans doute peut-être par une proposition de résolution que l'on pourrait essayer de construire à l'automne pour l'Europe, et puis peut-être aussi par une proposition de loi à vérifier qui prendra en compte les différents éléments qui nous semblent nécessaires en vertu des recommandations que nous avons faites. Donc je vous invite à suivre tout cela. On ne manquera pas de vous tenir informé de ces évolutions, bien sûr, pour que, on puisse avancer sur le sujet. Merci encore à toutes et à tous. Et merci à l'administration qui nous a aidés dans ce travail. Voilà, je tiens aussi à saluer l'OPEX, puisque nous sommes tous les deux membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui, comme vous le savez, regroupe des députés et des sénateurs. C'est la seule formation qui nous réunit très régulièrement, et nous sommes pleinement dans notre rôle pour éclairer nos deux chambres des questions scientifiques qui se posent aujourd'hui à nous. Et je pense que cette note sur l'hydrogène naturel répond en plein aux missions de l'OPEX. Et donc je vous invite à suivre tous les travaux de l'OPEX. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.